300 Mesdames, comme. Messieurs, bonsoir. Le plaisir est immense de vous retrouver nombreux ce mercredi 11 mai 2022 pour la seconde production de votre édition Face à l'actu. Et ce soir, Face à l'actu accueille une majesté, un chef traditionnel de premier degré, accueille un conseiller municipal et surtout accueille un leader politique de premier plan. Vous l'aurez sans doute deviné et pensé, mesdames, messieurs, nous accueillons ce soir Sa Majesté Célestin Bédigui, le président du parti de l'Alliance libérale. Bonsoir, président. Bonsoir Stéphane et bonsoir chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver sur Info TV et en pleine forme, Majesté. Disons que c'est un plaisir partagé parce que ça fait longtemps que je ne suis pas passé sur un plateau et pour moi c'est un plaisir renouvelé de retrouver vous-même et vos téléspectateurs. Merci, Président, pour cette venue sur nos plateaux. Avec vous, nous allons bien évidemment épiloguer sur certains aspects de la vie politique au Cameroun. Nous reviendrons justement sur quelques aspects d'avenir. On interrogera la situation de la position qui est celle de votre formation politique, le PAL, je l'ai défini ainsi, je l'ai présenté ainsi. Nous reviendrons aussi en majeur sur quelques jeux d'alliance, l'opposition qui s'unit, quelle est la situation et la position du PAL aujourd'hui par rapport à l'opposition, par rapport au Cameroun, quel est son projet, Majesté Bédigui. Nous irons aussi, et je ne trahis pas un secret, en présentant votre casquette d'économiste de très haut niveau, nous reviendrons justement sur les aspects économiques, nous épiloguerons sur les perspectives d'émergence qui sont celles de nos pays, le Cameroun en l'occurrence, 2035 a été l'échéance présentée. Nous essayerons de savoir, est-il possible d'être émergent? Nous essayerons de savoir comment est-ce que l'Afrique et le Cameroun peut être résilient face à la crise qui nous vient d'Ukraine. C'est une préoccupation qui touche jusqu'au panier de la ménagère, M. Célestin Bédigui. Alors voilà un peu des articulations qui vont être structurantes de notre réflexion de ce soir. Écoutez, je pense que les sujets évoqués sont d'un intérêt évident. Oui. Et nous espérons bien que les auditeurs, les Camerounais, à la fin de notre conversation, ont retenu quelque chose de positif et que certaines perspectives ou certaines zones d'ombre que certains gardent à l'esprit auront été éclaircies. Merci Célestin Bédigui pour votre venue, je l'ai dit, et pour les presque 1h52 d'échange que vous allez nous accorder ce soir. Mais pour qu'on puisse entrer tout doucement dans le contenu et les articulations de cette édition de Face à l'actu, nous allons aller dans un endroit qui vous est cher, votre Léquier natal, où là-bas il y a eu lieu récemment un événement qui a permis justement à certaines entités de se positionner face à l'avenir. Je préfère le présenter ainsi et nous allons ensemble découvrir de quoi il est question. Le ministre chargé des missions à la présidence de la République, Benoît Ndonsoumet, est dans son rôle auprès des siens ce dimanche 24 avril 2022. Le natif dynamique élite de la Léquier et émissaire du chef de l'État est porteur d'une importante communication. Vendredi, le 8 avril, il y a quelques jours, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, m'appelle. Je vais vers lui et dans l'entretien que nous avons eu, c'était pour me dire, Monsieur le ministre, félicitations. Des démarches faites auprès du chef de l'État l'ont amené à donner son très haut accord pour la réfection et la réhabilitation de la boucle de la Léquier. Une communication précieuse avec des indications précises. Le tracé de cette route, tel que retenu dans le dossier porté à l'attention du chef de l'État, c'est Nkolbison, Okola, Ekekam, Monatele et Vodula. Et sur les dossiers techniques, c'est bien écrit 78,4 km. Il s'agit de bitumer cette route non plus en bicouche, mais avec l'asphalte lourd, exactement comme ces grands axes nationaux que nous connaissons. Le ministre d'État, secrétaire général, la présidence de la République, qui est le crayon
est la bouche du chef de l'État. J'insiste là-dessus. Il m'a dit, Monsieur le ministre, allez causer avec votre famille de l'Alequier, leur dire que cette route sera réalisée et qu'au nom du contrat de confiance qu'il a avec l'Alequier, qu'il soit rassuré, il n'y a pas à se faire d'inquiétude. Voilà ce que j'ai été chargé de venir vous dire. Premier soutien incontestable de Yaoundé avec plus de 300 000 habitants, deuxième grande concentration démographique de la région du centre et troisième composante ethnique dans la ville de Yaoundé, l'Alequier à travers sa représentation politique, traditionnelle et même administrative avec au premier chef le préfet Patrick Simou ce 24 avril 2022 à la maison du parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de Monatélé exprime sans réserve sa joie. C'est une nouvelle qui a été accueilli par toute la communauté de l'Alequier avec une très grande joie, une satisfaction. Cette décision, cette très haute décision du chef de l'État vient rompre un cauchemar que les populations de l'Alequier vivent depuis un certain nombre d'années déjà. Venu ici à travers l'appel d'un de nos frères, d'un de nos fils, son excellent Don Soumet, parce que nous avons entendu que le congélateur national a envoyé un message. Parce que d'autres vont dire, la présidente dit qu'elle ne fait pas la politique, mais nous appuyons la bonne politique du congélateur national. Nous sommes donc très satisfaits de l'annonce, parce que quand on dit la route, quand la route est là, le développement suit. Des remerciements et une joie exubérante des fils et filles, des élites, la classe politique, le commandement traditionnel, les parlementaires de l'Alequier saisissent l'occasion pour adresser une motion de soutien à leur candidat naturel, Paul Biya. C'est pour la présidentielle à venir, qu'elle se tienne en 2025 ou même avant 2025. Les populations de l'Alequier qui n'ont pas d'ailleurs besoin de se forcer dans le soutien qu'ils portent à son Excellence, son Excellence Paul Biya, président de la République, vous avez pu observer tout l'enthousiasme et toute la joie qui ont été ceux des populations qui ont pu s'ajouter, parce que sachez que ce n'était pas une affaire populaire, c'était un ensemble sous-représentatif de l'Alequier, parce qu'on ne pouvait pas inviter toutes les populations. C'était essentiellement la classe politique, le commandement traditionnel et quelques élites représentatives des 9 arrondissements. Donc vous avez vu, tout ce monde était très content vu l'importance socio-économique de cette route. Et voilà qui est dit. De nouveau sur le plateau de Face à l'actu, nous sommes en compagnie de Sa Majesté Célestin Bédjigui. Célestin Bédjigui, voilà l'Alequier qui se prononce en faveur, ou alors le RDPC dans l'Alequier, qui prend parti et cause pour un candidat naturel pour 2025. Est-ce que le PAL aussi pense à un candidat naturel? Bon, écoutez Stéphane, je pense que c'est un langage qui est inapproprié lorsqu'on est dans une démocratie. Oui. On ne peut pas prétendre qu'un candidat doit bénéficier d'un qualificatif comme celui-là, candidat naturel. Cela ne repose sur aucune réalité. Parce que si on prend le microcosme que peut constituer la commune de Monatélé, par exemple. Oui. Aux dernières élections municipales, le RDPC a eu 48%. Le parti que j'ai l'honneur de diriger a eu 41%. Alors, à partir de quel moment peut-on parler de candidat naturel, puisque les deux partis, sans avoir fait jeu égal, mais au moins se sont retrouvés tous les deux dans le bloc au niveau de 40% de 40%. Alors, je pense que c'est des abus de langage qui constituent des postures d'une autre époque, mais qui en tout cas ne reflètent pas du tout l'esprit aujourd'hui
des Camerounais en ce qui concerne, dans ce qui est de l'appréciation de la classe dirigeante ou des figures dirigeantes de ce pays. Alors, Célestin Bézigui, vous avez soutenu le candidat dont il est question lors de la présidentielle en 2018. Est-ce que votre réflexion a changé? Vous estimez qu'il faudrait peut-être passer à autre chose, ou alors vous préférez garder toute la distance qui est celle d'un parti différent des entités qui se sont manifestées? Alors, le soutien que nous avons apporté au candidat Paul Biya était adossé et s'appuyait sur les programmes qu'il avait, qu'il présentait au peuple camerounais en tant que candidat, en le comparant au programme des autres partis. Nous n'avons pas, en tant que tel, accordé un soutien qui était un blanc-seing. Non, c'est pas un blanc-seing. Ce n'était pas un blanc-seing. C'était un programme qui était adossé sur un programme. D'autant plus que dans ce programme, dont d'ailleurs nous avons eu le privilège d'être choisis pour défendre certains de ces points dans les médias. Le volet économique. Le volet économique, en l'occurrence, justement, je me souviens que j'ai eu une rencontre avec mon regretté ami Penda Ekoka, qui soutenait un autre candidat, Maurice Kamto, qui soutenait Maurice Kamto, et au cours de ces débats, les positions que nous avons l'un et l'autre défendues montraient bien qu'il y avait une divergence de fond sur la manière de gérer l'économie pour les années à venir. Alors, le fait que j'ai défendu une vision que je tirais de la lecture du programme économique du président Biya ne doit pas vouloir dire qu'aujourd'hui que je suis attaché à la manière dont le pays peut être gouverné indéfiniment par ce candidat-là. Il faut bien faire la part des choses. Une fois que la part des choses est faite, Célestin Bézigui, vous avez précisé avec emphase que vous avez l'honneur de présider aux destinées d'une formation politique, le PAL. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Est-ce qu'on peut, selon les mots du patron du PAL, avoir la réalité en termes d'établissement national de cette formation politique? Vous savez, M. Mbarga, nous avons dans le jugement que nous pouvons faire de la situation politique ou de la cartographie politique au Cameroun, à changer de méthode de lecture. Parce que beaucoup continuent à rester sur des méthodes de lecture que je peux dire du siècle passé, du XXIe siècle, où les partis politiques se manifestaient à travers un embrigadement des populations. Au XXIe siècle aujourd'hui, les partis politiques sont plutôt marqués par le fait qu'ils sont des partis d'électeurs. C'est-à-dire c'est au moment de l'élection que les populations jugent les propositions qui leur sont faites et font leur choix indépendamment de ce qu'on leur aura prêté avant l'élection comme appartenance à tel ou tel parti politique. Moi, j'en ai d'ailleurs donné ou fait l'expérience ou donné la preuve que cela pouvait se faire ainsi quand aux dernières élections municipales dans la Liquier, dans ce qu'on considérait comme étant un fief imprenable du RDPC, je suis allé à l'élection sans me doter des structures de type nord-coréenne. On appelle ça comité de base, sous-section. Non, attendez que je vous dise. Vous, quand même, attendez. Vous êtes une personnalité, mais est-ce que le PAL, à l'Est, Attendez. Laissez-moi aller jusqu'au bout de mon propos. Et en face, j'avais un parti qui, lui, avait fonctionné sur ce modèle-là. Il comptait sur le fait qu'ils avaient des comités de base, des sous-sections, alors que il n'était pas facile de leur prêter ni une présentation claire de leur bilan, ni une compréhension claire de leur programme. Nous autres, nous sommes lancés sur le terrain sans avoir le moindre comité de base, mais en présentant aux populations un projet et un programme. Et en 2 semaines,
lorsque l'on a constaté les résultats qui apparaissaient, oui. On était dans une situation 40-40. Alors, ça veut dire quoi? C'est dire que nous pensons aujourd'hui que les idées que nous défendons depuis toujours, oui. Et la maîtrise que les Camerounais nous reconnaissent dans ce qui, de mon point de vue, est la question centrale de la politique au Cameroun aujourd'hui, ou tout au moins devrait être la question centrale, qui est la question économique. Oui. Nous pensons aujourd'hui que la reconnaissance que les Camerounais ont de nos capacités à comprendre les problèmes économiques camerounais et surtout à proposer des solutions pour sortir de ce qui est manifestement un marasme économique, que cette appréciation-là fait que sur la scène politique, s'il y a des partis qui sont respectés et que les Camerounais attendaient certainement à l'occasion des prochaines échéances électorales, le PAL est l'un de ces partis-là. Et même mieux, je pourrais dire que sur la question centrale qui est la question économique, le PAL est le mieux préparé et le mieux, c'est lui qui aura les propositions les plus crédibles pour solutionner la situation économique du Cameroun actuel. Alors, Célestin Bézigui, votre réputation en tant qu'économiste chevronné n'est plus à faire. Vous l'avez démontré sous des cieux un peu plus pointus que nous, mais vous avez aussi cette longue vie politique devant vous, derrière vous un peu. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des regrets par rapport à toutes ces alliances, par rapport à tous ces soutiens, par rapport à votre expertise qui aurait peut-être permis à ce que vous soyez, ne serait-ce que dans l'appareil gouvernemental aujourd'hui? Vous savez, être dans l'appareil gouvernemental, c'est certainement le souhait de tout homme politique. Oui. Mais on ne peut pas entrer au gouvernement à n'importe quelle condition. Vous savez, il y a quelques années, nous avons été des acteurs à des moments, des acteurs de premier plan, à des moments décisifs de notre pays. Tout à fait. Je parle par exemple de la tripartite où on devait sortir de cette espèce de crise que l'on a appelée les années de braise. Nous avons été parmi les négociateurs qui ont permis qu'on en sorte. Et lorsque nous en sommes sortis, bon, certains auront pensé que cela nous aurait permis d'être positionnés, de nous positionner à un certain niveau, à un niveau élevé de l'échelle gouvernementale. En avez-vous le désir ou les propositions? Des propositions, certainement pas, parce que quelque temps après, ou des années plus tard, nous sommes également sortis d'une autre crise, c'était le boycott de l'élection présidentielle de 1997, oui. Où l'UNDP, le SDF et l'UDC s'étaient rassemblés pour signer un ordre de boycott. J'étais d'ailleurs l'un des 3 signataires de ce ordre de boycott-là, dont les résultats des manifestations ont été évidents, au point où le président Biya a été contraint d'accepter cette fois-là de partager le pouvoir avec nous. Et légalement, les gens... Avec nous, quand je dis nous, puisqu'à l'époque... Oui, allons-y justement. Non, avec nous, j'ai dit l'UNDP. Oui, voilà. Et à cette... j'étais vice-président à l'époque. Oui. À l'époque également, les gens auraient pensé que nous nous serions retrouvés au gouvernement. Bon, cela n'a pas été le cas. Et maintenant, la troisième épisode... Le troisième épisode, c'est lors de l'élection présidentielle de 2018, où nous avons soutenu un candidat Biya. On a également pensé la même chose. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie certainement que autant on reconnaît une certaine compréhension du fonctionnement de l'économie de notre pays, oui. Autant ceux-là qui estiment ou qui ont le choix d'organiser le casting gouvernemental estiment que peut-être que notre vision des choses est trop avancée par rapport à l'ensemble du système. Écoutez, moi je n'en conçois aucune amertume, bien au contraire. Bien au contraire, le fait d'être aujourd'hui dans une position telle que, au-delà des propositions que nous faisons et qui
une fois les élections passées, la possibilité n'est pas donnée que nous mettions ces propositions en œuvre, que nous gardions notre indépendance de penser et que cela nous vale de toutes les façons le respect des populations. Moi, je crois que c'est ce qui est essentiel pour capitaliser pour l'avenir. Parce que, vous savez, ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui importe désormais, c'est ce qui se passera demain. Vous pensez que les jeux d'appareils qui se déroulent aujourd'hui ne sont pas importants, M. Bédigui? Un homme politique aussi avisé que vous, ne sent-il pas une certaine effervescence? Ne sent-il pas des acteurs se positionner dans des projections et qu'il faudrait être là à ce moment pour pouvoir être présent dans le futur? Mais nous sommes présents. Mais nous ne sommes pas obligés d'être présents dans telle ou telle mouvance. Non, oui. Nous sommes présents en animant notre propre mouvance. Et cette mouvance-là, et je le répète, je dis, elle doit se définir par rapport aux solutions, à la l'originalité de la solution que nous proposons aux Camerounais sur la question centrale. Et cette question centrale est l'économie. Oui. Nous autres, nous passons notre temps à proposer aux Camerounais quelle est la solution économique, la réponse à la question centrale qui est la question économique. Les autres en sont encore au débat du siècle passé qui est celui, le débat politicien. Nous autres, nous n'en sommes plus là. La question politicienne, elle a épuisé ses charmes. Les Camerounais sont là de la vivre, de s'en voir gavé depuis une quarantaine d'années. Parce que depuis une quarantaine d'années, la question politicienne qui consiste à ce que certains ne pensent qu'à une chose, comment garder le contrôle de l'État et comment conserver le pouvoir et sa avantage. Je pense que cette question-là n'intéresse plus les Camerounais. Aujourd'hui, les Camerounais veulent une solution à ce qui constitue leur mal-vivre et oui. dont le mantra est la question économique. Et il se fait que sur la scène politique aujourd'hui, la seule personne ou pas la seule personne, le seul parti politique dont l'expertise dans la matière est reconnue, ou tout au moins dont les propositions recueillent l'attention des Camerounais, c'est l'OPAL, et nous attendons donc les prochaines échéances pour bien expliciter cette pensée-là aux Camerounais et voir dans quelle mesure des possibilités nous seront données, cette fois-là de manière absolument autonome et indépendante, avec leur soutien, de les mettre à l'œuvre, parce qu'il ne sert à rien que vous vous compromettiez dans une équipe où en vérité vous êtes la cinquième roue du carrosse. D'ailleurs, je dois dire que si après avoir eu à participer à certaines combinaisons politiques pour sortir de certaines crises, nous avons dû prendre des distances par rapport à d'autres acteurs qui étaient nos alliés, oui. C'est parce que nous nous sommes rendus compte de ce que la manière dont les choses étaient menées n'était pas ou ne correspondait pas du tout, aux promesses qui avaient été faites, oui. 2, à ce que nous croyons être la bonne manière de faire les choses pour satisfaire ou régler ou solutionner les problèmes des Camerounais, les problèmes des Camerounais, le centre de ces problèmes étant la question économique. Justement, Célestin Bédigui, vous avez déclaré sur ce plateau avoir soutenu justement les propositions économiques du président Paul Biya lors de la présidentielle de 2018. Si hypothèse ou alors opportunité vous était donnée aujourd'hui, nous sommes 4 ans après, est-ce que vous referiez le même choix? Là, on parle précisément des questions économiques qui sont centrales. Non, mais je dois reconnaître que les orientations économiques que nous avons eues à défendre pendant la campagne présidentielle, oui. et qui, à l'époque, me semblait être celle-là qu'avait le président Biya, lorsque, après l'élection, il a fallu que soit mise en place une équipe et une politique économique, ces orientations n'ont pas été suivies. Je commence où je prends l'exemple par exemple du modèle économique dominant que nous aurions dû développer. Parce que
les limites auxquelles nous sommes arrivés au Cameroun au niveau du fonctionnement de notre appareil économique étaient dues au fait que pendant 40 ans ou 50 ans, nous avons fonctionné, organisé l'économie camerounaise sur le modèle de l'import-substitution. Oui. C'est-à-dire on mettait en place des unités de production qui permettaient tout simplement de produire localement ce dont on avait besoin sur le marché domestique pour réduire les importations. Et ce modèle-là, à un moment donné, a pu absorber la main-d'œuvre qui arrivait sur le marché du travail et à un moment donné, il ne permettait plus, il ne jouait plus cette fonction de résorption de la main-d'œuvre. Et il était temps que nous passions à un modèle qui est celui qu'on appelle l'insertion dans les chaînes de valeur ajoutée mondiales. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'au lieu de continuer à penser qu'il ne faut produire que pour satisfaire le marché domestique, donc dimensionner l'appareil productif pour ce marché-là, il faut changer de paradigme et penser plutôt à mettre en place un système productif qui vise sur des niches de valeur ajoutée identifiées sur lesquelles le pays présente des avantages comparatifs qui visent cette fois-là à satisfaire le marché global. À partir du moment où on change ce paradigme, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une maîtrise de deux dimensions ou de deux techniques, deux démarches. Un, et avoir la capacité d'attirer sur le territoire national des investissements de plus grande ampleur. Deux, avoir la capacité de former des commerciaux qui ne savent plus ne vendre qu'à l'intérieur, mais qui sont capables d'aller vendre le tapioca en Chine. C'est-à-dire que quand on fait une usine de tapioca, on ne va plus la faire rien que pour le marché camerounais. Il faut qu'on fasse une usine de tapioca en ayant des commerciaux à la sortie de la production qui iront vendre ce marché en Chine. Du coup, ça change tout. Pourquoi? Au lieu d'avoir une unité de production, de transformation de manioc de 50 employés, maintenant, on va tout faire pour avoir des usines de production, de transformation de manioc de 5000 employés, et ça résout le gros problème qui est celui du Cameroun aujourd'hui, c'est la sous-utilisation de la main-d'œuvre abondante que nous avons dans notre pays. Alors, c'est ce qui s'est passé après l'élection. C'est que nous avons vu un gouvernement où les leviers de l'économie ont été confiés à des personnes qui n'arrivaient pas qui ne comprenaient pas la nécessité de ce changement de paradigme-là. Ils sont restés dans le vieux modèle et on se retrouve dans l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui. Et nous autres, nous disons que lorsque demain nous nous présenterons aux Camerounais, si Dieu nous préserve notre vie, nous aurons un dialogue sur cette nécessité en disant que, écoutez, changez nos paradigmes. Pour cela, voici ce que nous devons faire, parce que la question que nous devons, le problème central que nous avons à résoudre, M. Mbarga, dans notre pays, c'est qu'il faut que toute cette jeunesse qui est si bien formée ait la possibilité d'avoir un emploi pour créer une famille, pour éduquer des enfants, et ainsi de suite. Mais lorsque vous avez des jeunes qui sont diplômés et qui restent en attente d'emploi pendant 15 ans, 20 ans, ou qui s'abîment dans les activités informelles de survie, parce que le système formel dans lequel ils auraient pu faire valoir les capacités qu'ils ont acquises à l'école, lorsque le système ne permet pas que cela se fasse, je crois que il faut se dire qu'il est nécessaire et prioritaire que ce modèle économique-là évolue. Célestin Bézegui, vous avez brillamment développé sur les propositions qui étaient les vôtres en 2018, mais beaucoup, et là je relais ici quelques pensées, quelques conversations tirées ici et là. Beaucoup disent Bézegui, brave théoricien, expert, économiste reconnu, mais dans l'application, l'exemple des sachets du Cameroun reste toujours ce
ce maçon-là qui a appris beaucoup de choses, mais qui ne parvient pas à les expliquer. Alors, je dois dire que, vous savez, les SACEGI du Cameroun, c'était il y a 30 ans. Oui. Et très souvent, lorsque j'entends les gens en parler, comme vous en parlez maintenant, je me demande comment les gens peuvent porter un jugement sans avoir l'assurance qu'ils maîtrisent un sujet. Mais les SACEGI du Cameroun, c'était simple, justement. C'était simple. C'était une société qui était en panne. Lorsque nous l'avons prise, on nous l'a envoyée, elle était à l'arrêt. Nous avons pendant à peu près 15 mois demandé que soit mis à notre disposition, après avoir fait un plan de restructuration pendant 3 mois, que soit mis à notre disposition, vous permettez, que soit mis à notre disposition les ressources nécessaires pour mettre en œuvre notre plan de restructuration. Parce que lorsqu'une société est en difficulté, pour qu'elle se redéploie ou pour redémarrer son activité, il faut absolument injecter des ressources nouvelles. Une société qui est en difficulté, dont les structures de profitabilité sont compromises, vous ne la remettez pas en marche comme ça, là, par un coup de baguette magique. Il y a un certain nombre de mesures qu'il faut prendre sur le plan stratégique, et ces mesures-là, généralement, requièrent qu'il y ait une injection de ressources. Or, la SACEGI du Cameroun était une société où l'État était actionnaire majoritaire. Lorsque nous faisons notre diagnostic, nous rendons compte de ce que nous avons besoin de l'argent. Pour que l'outil de production qui avait, je crois, qui était vieux, et dont les capacités de production étaient absolument c'était insatisfaisant, que l'outil de production soit renouvelé. 2, que le fonds de roulement soit reconstitué. 3, et c'était la chose la plus grave, elle était dans une situation juridique catastrophique puisque les pertes cumulées avaient déjà absorbé près de 7 ou 8 fois le capital social. Lorsque vous êtes dans une configuration comme celle-là, il faut que les actionnaires, et dans le cas de c'est un actionnaire, l'État, qui était l'actionnaire majoritaire, qui les réinjecte l'argent. À l'époque, nous avons saisi l'État, nous avons pendant à peu près 15 mois frappé aux portes de toutes les entités ou de toutes les administrations qui devaient permettre que nous ayons les minimums de ressources pour redémarrer la société, c'est-à-dire rénover l'appareil productif, reconstituer le fonds de roulement, alors qu'après avoir assaini le haut du bilan, c'est-à-dire en opérant ce qu'on appelle un coup d'accordion, c'est-à-dire de consolider les pertes cumulées, pour on a augmenté le capital, en augmentant le capital, on a effacé on a effacé tout ce qui avait perte. Lorsque nous sommes devant la nécessité d'un coup de sang, comme on peut le dire, de ressources, là, n'a pas été possible. Nous avons dit, nous autres, en tant que cadre de société, nous ne sommes pas fonctionnaires. Si l'État nous a envoyé quelque part pour que nous résolvions le problème d'une société et que lui, actionnaire majoritaire, ne peut pas trouver les moyens pour que nous menions à bien notre mission, nous avons démissionné, monsieur Mbarga. Je suis le seul directeur général des sociétés d'État qui un jour ait adressé une lettre de démission au président de la République, a dit, monsieur le président de la République, vous m'avez envoyé redresser telle société. Voici la situation dans laquelle cette société était. Voici ce que j'ai pris comme mesure. Depuis à peu près 12 mois, je demande que soient mis à ma disposition les moyens pour que la société puisse être redressée. Je ne reçois pas ces moyens, d'autant plus qu'à l'époque, mon ministère de tutelle, vraiment pas des manœuvres que je n'évoquerai pas ici, ne me facilitait pas la tâche. J'ai dit au président de la République, monsieur le président, je vous retourne le tablier que m'avait donné. Et je vous dis quelque chose. Allez-y. C'est que je suis resté au Cameroun pendant 10 ans, après avoir démissionné, la SACEGI de 1994, parce que j'ai mis au SACEGI 15 mois, de 1994 à 2004. Avant de m'exiler aux États-Unis, je n'ai jamais été convoqué dans un commissariat, dans une PJ, et je peux vous assurer qu'à l'époque, c'était le temps où on envoyait les Monchipou en prison, et la plupart des directeurs généraux. Alors, je voudrais dire que quand les gens tiennent ce discours, évoquent la SACEGI, sans qu'un jour n'ait été retrouvé aucune trace. Et je dois vous dire qu'après mon départ à la SACEGI, je vous dis que, parce que mon ministre de tel, je préfère ne pas l'évoquer. Il faut l'évoquer. Cet épisode de SACEGI vous colle à la peau. Oui, mais d'accord. En termes de manquement. Mais qu'est-ce que c'est là qui était attendu. Oui. Alors, attendez que c'est le Saint-Bézigui, l'économiste, plus redresser la société et faire des choses extraordinaires. Voilà. Et ces choses extraordinaires, nous les avons faites.
Nous les avons faites. Sauf que, vous le savez très bien, en économie, la question des moyens est essentielle. Lorsque vous avez un problème économique à résoudre, qu'il s'agisse d'État, qu'il s'agisse d'une entreprise, il vous faut des moyens. Et quand vous êtes à la tête d'une entreprise dont l'actionnaire principal n'a pas la possibilité ou ne donne pas les moyens d'agir, en entreprise, ce sont les moyens financiers mis à votre disposition qui vous permettent de travailler. Quand vous prenez une société où la trésorerie est négative, à l'époque c'était 3 milliards de francs, dont le fonds de roulement est négatif. Alors pourquoi vous acceptez? Mais non, monsieur, lorsque vous prenez une société, on vous nomme, on vous informe que monsieur Bizigui, à partir de ce jour, non, pas du tout. On vous a pas consulté? Non, vous consultez. Et vous avez estimé que c'était normal? Non, mais c'était normal, parce que vous savez, monsieur, j'ai une formation qui me destine à ça. J'ai une formation qui me destine à ça. Avant d'aller au Sachiri, j'avais été au Brasserie du Cameroun. Oui. J'ai été avec Siaka, les 2 premiers directeurs africains au Brasserie du Cameroun. Alors, vous savez, ce n'était pas quelque chose qui tombait du ciel. Les brasseries, c'est la plus grande société industrielle du Cameroun. Et avoir été directeur aux brasseries dans toutes les régions du Cameroun, c'est la preuve qu'on savait de quoi on parlait. Ouais. Alors, lorsque on vous dit, voilà un défi à relever, et qu'on ne vous donne pas les moyens de le faire, et lorsque vous avez la force dans un contexte comme le nôtre de dire, moi, je préfère ne pas rester là si on ne peut pas me donner les moyens. Voici, monsieur le président, je rends le tablier. Ceux-là, qui de toutes les façons ont un discernement, ils vont comprendre. La preuve, et je la donne, je dis, je l'ai fait. Je suis resté au Cameroun 10 ans, et jusqu'à aujourd'hui, jamais aucune poursuite n'a été envoyée. Et je vais vous dire quelque chose. Attendez que je vous dise quelque chose. Je vous dis quelque chose. Et je vous convie à aller peut-être au ministère des Finances. Oui. Lorsque, des années après, il a fallu que le gouvernement dédommage certaines des employés de certaines entreprises qui dont les employés étaient victimes de ces défaillances sur le plan salarial, parce que, et là c'est un point important, les 15 mois que j'ai passé au Sachiri du Cameroun, je les ai passés sans toucher un franc de salaire. Et lorsque il a fallu que le gouvernement prenne des mesures pour les entreprises, donc je disais, dont les employés avaient subi les conséquences ou les effets de son incapacité à les soutenir, oui. Et qu'il a fallu payer des indemnités aux employés de ces entreprises-là. Savez-vous que Célestin Bezigui, directeur général de Sachiri, a été le seul directeur général, je dis bien, le seul directeur général qui a été reconnu à qui le droit a été reconnu de figurer sur cette liste-là et qui a perçu, des petites choses pendant des années. J'étais même pas là. C'était ma famille qui créait ça comme indemnité, oui. pour ces faits-là. Et si vous allez au ministère des Finances aujourd'hui, je sais même plus quelle est la direction qui s'occupait de ça, vous allez voir que le solde d'argent qu'on paye aux employés des sociétés d'État qui ont été compensés à cause des défaillances de l'État, vous allez voir que non seulement les Sachiri figurent, et l'ancien directeur général des Sachiri est l'un de ceux-là. Merci Célestin Bizigui. Je vous en prie. Pour ce bref recap sur votre passage qui reste un grand mystère. Malgré que vous ayez essayé de l'expliciter. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Non, attendez. Vous ne pouvez pas célébrer l'ignorance ou le refus de comprendre des choses concrètes. Oui. Monsieur Mbarka. Aujourd'hui, en prison au Cameroun, vous avez des gens qui parce que ils sont accusés de le débat n'est pas sur prétendue malgouvernance ou bien mauvaise gestion de votre part. Le débat est sur vos capacités reconnues et que vous présentez de pouvoir résoudre des problèmes précis à terme économique. Mais justement, lorsque vous avez un problème et que vous n'arrivez pas à le résoudre, la bonne décision que j'ai prise, ça a été de dire, Monsieur le Président de la République, je suis placé dans une situation telle que je ne peux pas remplir la mission que vous m'avez confiée. Je préfère vous rendre le tablier. Et depuis que je suis parti, personne d'autre n'a réussi à faire mieux. Parce que si, par exemple, après mon départ au Sachiri, on avait confié la société à quelqu'un d'autre, on comprendrait. Oui. Mais personne d'autre n'a réussi à le faire. La SI n'a jamais pu trouver quelqu'un d'autre. Et la société est restée à ce point-là. Alors, il faut comprendre quelque chose. Nous autres, et ça c'était il y a 30 ans, nous autres, nous avons montré, nous avons posé des actes que
très peu de personnes, des cadres de notre niveau, peuvent faire. Par exemple, vous savez, il y a des gens qui sont attachés à des positions comme directeur général. Je m'en honore, le seul directeur général camerounais qui un jour pris la décision de démissionner d'une position de directeur général et de rester au Cameroun en regardant les gens dans les yeux. Maintenant, les gens pensent que c'est du fétichisme, il faut rester directeur général, il faut rester directeur général. Non, pas du tout. J'ai dit non, je ne peux plus rester là. Et dit au même moment, c'est à cette époque-là que je me souviens, des Munchipu allaient en prison, les Angoula allaient en prison. C'était vraiment pas les Belingaji et tous ces gens-là, ils allaient en prison. Alors moi, on ne m'a même jamais convoqué pour une enquête que quoi que ce soit. Maintenant, les gens peuvent toujours, comme une espèce de fétiche, dire ouais, les sacheries, bon, enfin, ça ne changera rien. Ça ne changera pas le fait que, en matière économique, les solutions que nous préconisons, si elles sont mises en œuvre, elles peuvent permettre de résoudre le problème. On va y revenir, s'il vous plaît. Sambezdigui. Le temps pour nous de jeter un coup d'œil. Justement, vous êtes leader de partis politiques. Vous êtes dans une posture que beaucoup parfois, et j'espère que vous aurez l'opportunité de nous présenter la position exacte du PAL aujourd'hui sur dans le landerneau politique camerounais. Parce que il va falloir que vous nous précisiez véritablement si vous êtes un parti d'opposition, vous êtes un parti de la galaxie RDPC, ou alors vous êtes tout simplement ce parti hybride qui essaie de se positionner tant bien que mal. Il faudra que vous nous le disiez. Et justement, que vous nous donniez votre appréciation de cette offre politique actuelle qui s'est enrichie de nouvelles formations politiques. On parle beaucoup de PURS, on parle beaucoup de PCRN, on parle de FDC, FSNC, de votre ami, certainement, monsieur Issa Chiroma. Cette galaxie de nouveaux partis qui, comme ça, commencent à trouver leur chemin, alors que vous, les classiques, les historiques, peut-être vous commencez à prendre un peu de l'âge. Quelle est votre lecture du marigot politique camerounais aujourd'hui? Vous savez, on ne peut que s'honorer d'avoir fait partie de ceux-là qui, sur la scène politique, ont permis au Cameroun de franchir les grands obstacles ou de surmonter les grandes épreuves qui ont jalonné, on peut dire, le processus démocratique au Cameroun. Et ça, je pense que tous les Camerounais sont témoins. Maintenant, je prends la première partie de votre question. Oui. Depuis que la scène politique camerounaise s'est ouverte à la démocratie, le PAL s'est caractérisé par une posture. C'est un parti centriste. Nous n'avons jamais été ni de ceux-là qui se proclamaient les radicaux, oui, ni de ceux-là qui considèrent qu'ils sont le parti au pouvoir. Jamais. Jamais cela n'est arrivé. Mais chaque fois qu'il a fallu montrer la bonne direction, et c'est cette direction-là que le PAL a toujours montré. Et c'est d'ailleurs pour ça que au début, en 1991, nous avons créé ce qu'on appelle un bloc, l'ORD, c'était un bloc de partis modérés qui faisait la balance entre les radicaux et puis le parti qui se considère comme le parti au pouvoir. Oui. Et nous sommes restés fidèles à cette ligne politique-là, c'est-à-dire être un parti du centre, n'acceptant de pencher ou de céder aux sirènes, soit d'un radicalisme absolument populiste, soit alors vraiment de chauve-souris entre guillemets. Pensez-vous pas qu'elle vous a desservi dans votre ambition politique? Je ne sais pas ce que vous appelez position de chauve-souris, mais enfin, je ne crois pas que... elle vous a aidé? Non, absolument. Absolument. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui importe, c'est les capacités que l'on a pour l'avenir. Parce que vous me parlez aujourd'hui de certaines formations politiques.
Moi, j'ai beaucoup de respect pour toutes les formations politiques, hein, parce que je sais que pour être un parti politique, il faut vraiment en vouloir. Il faut sortir de ses propres ambitions, de ses propres aspirations, des besoins personnels, pour prendre le risque de dire sa vérité. Et quand on prend le risque de dire sa vérité, ça suscite, quoi qu'on dit, des attaques de gauche et à droite. Et moi, je pense que le fait qu'en d'une trentaine d'années, nous avons commencé cette histoire il y a une trentaine d'années, la plupart, sinon tous ceux avec lesquels nous l'avons commencé, est disparu et ne peuvent pas mériter le privilège qui est le nôtre aujourd'hui, que vous nous invitiez, parce que vous savez que quand nous sommes là pour parler, les Camerounais prêtent attention. Je dis que c'est déjà un gage de ce que, contrairement à ce qui est arrivé à d'autres, nous sommes restés dans le cœur des Camerounais, et que lorsque les Camerounais pensent à leur avenir, parmi les personnes, les partis sur lesquels ils comptent, il y a l'OPAL, il y a M. Célestin Bézigui. Et ça, c'est quelque chose de clair, de net, et personne ne saurait le nier. Bon, ou ceux qui le nient, ils ont leurs convictions. Moi, je dis, ok, n'importe comment, vous savez, pour accéder au pouvoir dans un système démocratique, il faut être élu par combien de personnes? La majorité absolue. Oui. C'est-à-dire à 51%. Il y a 49% des personnes qui ne vous éliront jamais, mais vous avez 51%, vous passez. C'est ce qui est très important. Et pour terminer, je ne peux pas, après avoir, ou compte tenu de ce que nous autres, on a comme compréhension du système politique camerounais, compte tenu de l'expérience que nous avons, de la pratique politique, de la politique. Aujourd'hui, il ne nous est pas possible, de nous associer ou d'entrer dans des mouvements dont l'objet en soi c'est défini tout simplement par le fait que les gens se mettent ensemble. Parce qu'il faut se mettre ensemble pour quelque chose. Avec un objectif précis. Il faut se mettre ensemble pour quelque chose de précis. Pas pour simplement se mettre ensemble et dire, il faut surtout pas penser que parce que les gens se mettent ensemble, ça veut dire que cela est novateur. Mais si je vous demande par exemple, ah oui, vous me parlez d'une mouvance qui se met ensemble. Quelle est la pensée économique de cette mouvance en rapport avec les problèmes du Cameroun? Quelle est la pensée politique de cette mouvance par rapport aux problèmes du Cameroun? Je pense qu'il ne vous sera pas possible de trouver une réponse tout de suite. Donc, le fait de se mettre ensemble ne vaut pas forcément crédibilité politique. Non. Nous sommes passés par là, et encore qu'à l'époque, quand nous sommes passés par là, quand vous êtes dans un groupe, je me souviens quand on a signé le boycott, la motion de boycott de l'élection présidentielle 1998. Oui. C'était Frundi qui, à l'élection précédente, avait eu 36%. C'était avec Bello Bouba qui, à l'élection précédente, avait eu 16%. C'était avec Ndamjoya qui avait eu 5%. Faites la somme. Là, on formait un groupe politique dont la dernière, qui, au cours de la précédente élection, l'élection la plus proche, représentait près de 60% de l'électorat. Vous voyez de quoi nous parlons. Moi, je me rappelle à l'époque d'ailleurs, l'UNDP, à un moment donné, lorsque nous sommes entrés là, nous avions 68 députés, à peu près 80 maires. Donc, c'est des choses qui avaient du poids. Aujourd'hui, je laisse à ceux qui peuvent aujourd'hui faire l'expérience de ce type de mouvement. J'espère tout simplement que ça conduira à quelque chose. Nous autres, nous avons une vision, nous avons une ligne politique et elle est centrée, je veux dire, nous sommes des partis de centre et centristes, et puis nous avons une stratégie politique que nous croyons devoir élargir et à laquelle nous croyons pouvoir rallier le moment venu le maximum d'électeurs camerounais. Alors, Célestin Bézigui, vous êtes un visage connu, reconnu, vous avez une partie de votre carrière politique derrière vous. Vous avez encore cette ambition-là qui, peut-être comme le président Sarkozy, qui déclarait se raser tous les matins en se voyant président de la République. Qu'est-ce qui vous manque
pour être ce président-là? Mais écoutez, monsieur, mais pour être président du Cameroun d'un pays, il faut passer par une élection. Mais je vous ferai observer que... De votre propre expérience, qu'est-ce qui vous a manqué à chaque fois non, de ces rendez-vous avec l'histoire? Non. Un manque d'ambition? Non, pas du tout. Vous n'êtes jamais venu vous présenter au Camerounais, vous, Célestin Bédigui. Vous avez toujours tenu des appareils. Peut-être oui. c'est là? Ah non. Nous avons toujours revêtu la robe de la modestie en disant que notre heure n'avait pas encore sonné. Je n'ai jamais été volontairement candidat à la présidence de la République parce que je me suis toujours dit il me reste encore à apprendre telle chose. Par exemple, en ce moment, je suis premier adjoint maire de mon atelier. Oui. Et lorsque je suis venu aux États-Unis, je me suis dit il me manque quelque chose pour parler aux Camerounais de la manière d'avancer. Il me manque l'expérience de la gestion des collectivités locales. Et j'ai choisi d'être candidat pour être non seulement conseiller municipal, ensuite pour être un maire, premier adjoint, mais au moins en prise avec les problèmes des collectivités territoriales, décentralisées comme on dit. C'est quelque chose qui peut manquer à beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, et finalement, c'est maintenant que je sens que j'ai fait le tour de la question. J'ai fait l'expérience de ce que peut être la création et la mise sur la place publique d'une pensée politique en créant un parti politique qui vit jusqu'aujourd'hui. J'ai fait l'expérience où j'ai vécu une condition qui est particulière, c'est d'être une autorité traditionnelle, c'est-à-dire à gérer au-dessus d'une communauté, à n'avoir d'autre arme que l'autorité que vous confère vos responsabilités. J'ai fait cette expérience-là. Et maintenant, le troisième pilier, c'est que je suis en train de vivre l'expérience que cela représente d'être maire ou conseiller municipal dans une commune. Écoutez, monsieur, lorsqu'on veut être président de la République, si vous ne pouvez pas vous prévaloir d'une expérience dans ces différents domaines, à ces différentes positions, êtes-vous vraiment préparé à le faire? Avez-vous les capacités? Avez-vous l'expérience? Parce que à cela, il faut ajouter une expérience aussi. Il faut ajouter autre chose. J'ai été cadre dirigeant de société. J'ai été par ailleurs haut fonctionnaire parce que j'ai été au ministère des Finances avant d'aller dans le secteur privé. J'ai dit, j'ai toujours estimé que je n'étais pas prêt. Il me fallait terminer ma préparation pour pouvoir être maintenant à même de présenter aux Camerounais ce que j'ai comme profil, ce que j'ai comme expérience, ce que j'ai comme savoir-faire et ce que j'ai comme savoir pour pouvoir guider leur destin, la durée d'un mandat si je demandais que celui-là me soit accordé. Alors, c'est le Christ qui a dit à sa mère un jour, « Femme, que me voulez-vous? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Et moi, je serais tenté de vous dire que à toutes ces échéances-là, j'ai toujours considéré que mon heure n'était toujours pas arrivée. Sinon, Monsieur Mbarga, qu'est-ce qui me manquait pour que je sois candidat? Vous avez vu qui a été candidat toutes ces années, depuis 20 ou 30 années. Mais vraiment... Nous sommes en 2022, Célestin Bédigui. Oui. La prochaine échéance, c'est 2025. À vous suivre, peut-être, le background, l'expérience, la maestria qui est la vôtre, vous prédispose peut-être à être cela vers qui les Camerounais auront à regarder en 2025. Non, vous savez, quand on doit prendre une décision comme celle-là, elle est certes personnelle, mais contrairement à ce que vous pouvez imaginer, elle n'est pas seulement personnelle. Elle doit également être portée par les encouragements à le faire venant
d'un certain nombre de personnes, dont celles qui se réclament de la formation politique à laquelle, ou au nom de laquelle, ou sous la bannière laquelle vous allez vous présenter. Alors, maintenant, nous sommes en 2022. Pourquoi il n'y a pas de candidat naturel? Non, je ne pense pas. Cette farce de candidat naturel, c'est une farce. Ça ne veut strictement rien dire. Maintenant, rien n'interdit à un militant d'un parti d'attribuer à un candidat de son choix ou aux dirigeants de son parti une qualité comme celle-là. Mais en ce qui nous concerne, nous ne pensons pas que militants du PAL, on parle de candidat naturel. Ça ne veut strictement rien dire à notre sens, malheureusement. Merci Célestin Bézigui pour ce grand ballet sur les différentes tangentes ou alors trajectoires politiques qui s'expriment aujourd'hui et même qui se sont exprimées justement avec vous qui avez été de tous les combats depuis 1990 dans l'arène politique camerounaise. Juste la légère respiration et nous revenons tout de suite après pour parler là d'économie, une thématique qui vous est chère, et essayer de voir comment les économies africaines, en l'occurrence celles camerounaises, peuvent être plus résilientes face à ces turbulences venues d'Ukraine. A tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'actu. Le président Célestin Bézigui du PAL nous accompagne toujours dans la production de ce programme. Alors, Célestin Bézigui, nous avons eu la chance et l'honneur d'avoir quelques réactions qui nous parviennent justement depuis que nous nous exprimons sur ce plateau. Le temps d'en relayer une ou deux et nous revenons tout de suite pour la poursuite des échanges qui sont les nôtres ce soir. Alors, celle-ci, elle dit ceci, bonsoir le panel, quand l'on parle de la Liquié, est-ce qu'on compte ça l'une des plus vieilles villes de ces pays abandonnées à elle-même? La boucle de la Liquié fait passer le goudron et le bon dans toutes les régions des Étones et des Manguissa demeurent les laissés pour compte, y compris toutes les régions où ils s'adonnent à l'agriculture. Peuvent-ils être contents de leur père? C'est une question qui est posée. On va prendre une autre réaction. Célestin Bézigui, avant que nous nous revenions. Bonsoir et bonne émission, surtout à votre invité. Monsieur le journaliste, j'aimerais demander ceci à monsieur le président Célestin Bézigui. Quel est son agenda politique sur le terrain? Quels sont ses propos face aux multiples crises que nous traversons? Ce que ferait-il pour changer le pays de ce que nous vivons s'il devenait président de la République demain? C'est une question importante. Qu'a-t-il dit concernant le code électoral constitutionnel, comme certains acteurs politiques semblent le contester? C'est un téléspectateur qui nous écrit depuis Bamenda, qui propose toutes ces questions. Elles sont assez denses, président Bézigui, et je vais vous permettre de pouvoir réagir à ces interrogations. Oui, alors le dernier téléspectateur, vous savez, M. Mbarga, je suis très très préoccupé de la situation dans laquelle est le Cameroun d'aujourd'hui, parce que nous sommes loin de la sérénité. Et nous disons, il y a un proverbe qui dit chez les Bantous, quand on couvre ça pourrit, quand on étale ça sèche. Tout à fait. Oui. Et le Cameroun fait face à deux crises majeures. Il y a la crise qui sévit dans le Nosso, qui est une réalité sanglante, et à laquelle le gouvernement semble avoir pris l'option de couvrir. Mais sauf que quand on couvre, ça pourrit. Nous devons ouvrir pour que ça sèche. Chaque jour, ou très souvent, on voit les images d'actes de barbarie qu'on peut difficilement admettre qui sont commis au Cameroun. Je préfère ne pas les décrire.
Vous pensez, Célestin Bézigui, que cette situation est faute au gouvernement de la République? Et vous permettez, et je dis que on ne peut pas, face à une situation comme celle-là, croire que, s'agissant d'un problème politique, Oui. on fera l'économie d'une solution politique pour déporter le problème sur les militaires. Les militaires peuvent endiguer ou atténuer le problème, mais ne peuvent pas régler le problème politique dans son essence. Ça signifie quoi? Ça signifie que je suis très surpris que depuis que cette situation se développe, on n'ait pas mis en place, même s'il fallait que ce soit une structure permanente, qu'on n'ait pas mis en place un dispositif politique de recherche d'une solution. Le dispositif a été évoqué, Président. Mais un dialogue a existé. Non, le grand dialogue, l'implémentation aussi. Vous permettez, le grand dialogue est la plus grande farce qui ait jamais été organisée dans ce pays. Et je peux me permettre, je pèse mes mots. Le grand dialogue a été la plus grande farce qui ait jamais été organisée sur la scène politique de notre pays lorsqu'il s'agit d'un problème d'une telle gravité. Et je le dis en connaissance de cause. En 1991, M. Barga, vous étiez certainement jeune. Nous l'étions encore, nous aussi, nous étions. Et nous étions arrivés à une situation où 8 provinces, 8 régions du Cameroun étaient paralysées par les villes mortes. Vous m'entendez? 8. Il n'y a que 2 régions qui marchaient vraiment, normalement le centre et le sud. Partout ailleurs, c'est-à-dire les villes mortes, les gens se levaient le matin, chacun restait chez lui. Et ça n'a pas duré un jour, ça n'a pas duré un mois, ça n'a pas duré un trimestre, ça a duré 5 mois, 6 mois. Et il y a eu plusieurs tentatives de résolution de la crise. Et je me rappelle, la première tentative, elle a été engagée par le Premier ministre lui-même, le ministre Ayatou. Il a convié les partis politiques. La plupart ont refusé d'aller. Moi, je suis de ceux qui ont dit, il faut aller le rencontrer. Nous avons été une poignée à aller le rencontrer parce que je disais à mes camarades, nous ne pouvons pas, dans une situation comme celle-là, refuser de parler avec nos adversaires qui ont été à la coordination. Ça a été la première tentative, elle a échoué. Ensuite, le chef de l'État lui-même a dit, puisqu'il en est ainsi, vous ne voulez pas aller rencontrer le Premier ministre, moi, président de la République, je vous reçois. Vous m'entendez, M. Mbarga? Le chef de l'État lui-même, c'était la deuxième tentative. La plupart des partis politiques ont refusé d'y aller. Nous sommes l'un de ceux qui sont allés le voir. Et moi, je me rappelle ce jour-là, le président m'a reçu. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, vous avez dit à Douala que non, à l'Assemblée, que la conférence nationale est sans objet. Vous avez vu ce que ça a créé. Mais quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, s'il n'y a pas conférence nationale, il faut au moins que les Camerounais se retrouvent pour une catharsis collective. Il m'a regardé. Nous devions parler pendant à peu près 30 minutes, 45 minutes. Nous avons mis 2 heures de temps ensemble. À plusieurs heures de 6, M. Bellingue Boutouké était directeur du protocole, essayait de se rapprocher de nous pour interrompre la conversation et le président lui faisait un signe à main pour dire que non, il faut qu'on approfondisse cette conversation. Et ce jour-là, nous avons remis au président un document où nous proposions l'organisation d'une tripartite. Oui. Il a pris le document, il l'a envoyé au Premier ministre Ayatou, parce qu'Ayatou était déjà Premier ministre, en disant qu'il faut qu'il se rapproche de nous pour qu'on voit ce qui pouvait être fait. Et nous sommes mis au travail avec le président Ayatou, aidé par son directeur de cabinet, Peter Mukokombonjo, pendant 3 mois, pour essayer de convaincre la classe politique, avec Antarga, Saka et autres, d'accepter qu'on se retrouve sur le modèle qui avait été proposé. Je n'ai pas la prétention d'être le seul à avoir convoqué le président d'essayer de prendre de cette ouverture-là. Oui. Je pense que d'autres personnes l'ont fait. Et à un moment donné, le président a finalement dit, donner ordre, il a adressé une lettre d'émission au Premier ministre
en disant au Premier ministre, allez convoquer. Attendez, je vous dis quelque chose. Oui. Non, et c'est très important. Il faut que les téléspectateurs sachent ce qui s'est passé. C'est très, très important parce que nous étions sur une crise qui était aussi violente que la crise actuelle. Oui. Et quand le président a donné une lettre de mission au Premier ministre, il demandait de convoquer une conférence du parti. On parlait de 2 thèmes. On devait parler de la Constitution. Non. On devait parler du code électoral et du code médiatique. Nous sommes concertés, on a dit non. Allons-y, et quand on va arriver en salle, on va dire que on ne veut pas entendre parler du code médiatique. Ici, on veut qu'on parle de la Constitution. Et lorsque nous sommes arrivés, c'est ce que nous avons fait. Nous avons dit au Premier ministre Hayatou que, Monsieur le Premier ministre, vous avez une lettre d'émission, soit, mais nous sommes venus ici pour parler de la Constitution. Les travaux ont bloqué pendant à peu près une dizaine de jours et le président a compris à la fin qu'il fallait qu'il cède. Il a cédé et finalement nous avons tenu la conférence du parti et nous avons jeté les jalons de ce qui est devenu la Constitution de 1996. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une situation de crise peut requérir qu'il y ait plusieurs... Avant qu'on avance dans la réflexion, je vous pose la question pour les précisions. Étiez-vous au Grand Dialogue National? Attendez, évidemment. Non, mais attendez. Non, justement. Le deuxième jour, je suis sorti, justement, parce que j'ai compris que c'est la farce. C'est la farce, pourquoi? On va y arriver. Abandonner votre pays. Non, c'est du simplisme. Non, monsieur, c'est du simplisme, là. Vraiment, ne jouez pas ce jeu-là, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je veux démontrer par là, c'est qu'il y a eu une première tentative. Elle n'a pas marché. Il y a une deuxième tentative, elle n'a pas marché. Oui. Et une tentative, elle n'a pas marché. La crise face à laquelle nous sommes, il y a une première tentative qu'on appelle le grand dialogue. Et le grand dialogue où on se trouve dans une situation où l'un des principaux protagonistes, sa chaise était vide. Ça n'a pas marché parce que nous sommes réunis là-bas au Palais des Congolais pour arrêter les troubles dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'était ça l'objet. Oui. Et c'est ça qui a été vendu à tout le monde. Sans oublier que pendant ce temps, il y a des personnes, des vrais pyromanes, politiques qui sont là et qui ont toujours dit qu'il n'y avait pas de problème anglophone. Maintenant, lorsqu'on compte des milliers de morts, je parle bien des milliers de morts, lorsqu'on voit des actes de barbarie qui sont commis là-bas, où sont ces gens qui disaient qu'il n'y avait pas de problème anglophone? Et maintenant, quand on se trouve face à cette situation, on se rend compte qu'on a tenu un grand dialogue. Le résultat qu'on attendait n'est pas au rendez-vous. Nous, on a dit la tripartite en disant qu'on arrête les villes mortes. Le lendemain de la conférence des villes mortes, les villes mortes se sont arrêtées. Ici, là, on est dans une situation où il y a le grand... La chaise de l'interlocuteur de premier ordre est restée vide. Absolument non. Mais écoutez, ceux qui soutiennent ces gens qui sont en brousse, parce qu'à l'époque, on nous a présenté aussi des terroristes qui ont posé des armes, on nous a présenté des représentants de la diaspora des États-Unis qui parlaient en place de... Non, monsieur, c'est l'enfantillage. Lorsqu'à l'époque, c'est l'enfantillage. Lorsqu'à l'époque, quand je vous dis que entre le moment où nous avons rencontré le président de la République, au moment où on était la tripartite, nous avons passé 4 mois à convaincre les partis politiques les plus radicaux, dont l'OSTF, l'UNDP de Ebois, les autres que je ne voudrais pas citer ici. Ça nous a pris 4 mois à les rencontrer un à un, à débattre avec eux pour leur dire non. C'est notre pays, allons nous retrouver ensemble. On l'a fait. Quand on engage, on est face à une situation de crise et qu'il y a une première tentative, elle ne marche pas, on essaie autre chose. On ne va pas commencer toujours à brandir grand dialogue national comme une amulette. Non, c'est la farce tout ça. Il faut qu'on fasse la politique dans ce pays. Il y a eu le grand dialogue, ça n'a pas marché. La personne qui était chargée d'organiser ce grand dialogue a fait preuve d'un amateurisme qui est absolument époustouflant. Lorsque, par exemple, vous allez à une conférence comme celle-là, vous faites quoi? Non seulement, il choisit les thèmes dont on va parler. Il crée des commissions. Il nomme les gens dans les commissions. Lorsqu'à la tripartite, on dit non, c'est pas comme ça qu'on a fait. Quand on arrive à la tripartite, le premier débat a été d'abord de dire on va parler de quoi? Pendant 10 jours, on a dit qu'on va parler de la Constitution. Nous, on arrive là-bas au palais des congrès. Le premier jour, on dit que non, il y aura une commission qui va parler de ceci, des armements, d'autres machins, tout ceci, premièrement. Deuxièmement, ces commissions-là, elles sont composées comme ceci, il n'y a jamais eu de débat en plénière.
Alors que nous avons fait une proposition, j'ai dit, attention, ayons d'abord un débat en plénière. Oui. C'est de ces débats en plénière qu'on va identifier les thèmes, les 2 ou 3 thèmes essentiels sur lesquels il faudra qu'on réfléchisse. Ensuite, on pourra voir si ces 2 thèmes-là seront ensuite débattus dans des commissions et chacun, on désignera en assemblée quelles sont les personnes qui vont dans ces commissions-là. Arrivé là-bas, le Premier ministre n'a pas tenu compte de cela. Il est venu, il avait fait son petit truc avec ses petits amis, ses petits copains. C'est pour ça qu'on m'a posé la question de savoir si j'étais au grand dialogue. J'étais au grand dialogue le premier jour, le deuxième jour, j'ai compris que c'est la farce. Et voilà le résultat. Je suis parti et je déplore le fait que nous, on a réussi ce qui était un défi terrible à l'époque parce que ce n'était pas 1 ou 2 provinces qui étaient concernées, c'était 8. Oui. Aujourd'hui, ce n'est que 2 provinces qui sont concernées. On est incapable de résoudre le problème. On parle comme ça, comme une amulette. Oui, il y a eu le grand dialogue. Il n'y a rien eu du tout. Et, sur ce point précis, et vraiment, je le dis avec gravité, je dis que si on ne peut pas régler ce problème du Nosso, on expose le Cameroun à un devenir qui ne sera plus contrôlable. D'ailleurs, je dois le dire, le 20 mai, c'est prochainement. Oui. Moi, je considère, et tout en tout cas c'est la posture que nous on prendra dans le parti, nous pensons que le 20 mai doit être une occasion de réflexion sur là où les crises du Cameroun, la première de ces crises étant cette crise j'ai encore vu il y a 2 semaines, on m'a envoyé cette vidéo où après avoir égorgé quelqu'un, on était en train d'égorger sa femme, elle était toute nue, ainsi de suite, elle a dû se coucher pendant qu'on l'égorgeait. Mais enfin, voyons, ces choses-là existent. Est-ce que le chef de l'État, est-ce qu'on lui montre ces images-là? Et moi, lorsque je vois ces images, je dis, le 20 mai ne doit pas être une journée de réjouissance. C'est une journée où les Camerounais doivent réfléchir sur ce qui se passe dans leur pays. Parce que j'ai été dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, Monsieur Mbarga. Nous avons dû voyager de Mbouda à Bamenda dans un véhicule blindé. Et ça a été la même chose. J'étais dans le sud-ouest également. J'ai dit dans le nord et dans le sud-ouest. Oui. Et quand vous allez dans ces zones-là, si les villes, à l'intérieur des villes, on a l'impression qu'il y a de l'activité. Dans l'arrière-pays, c'est complètement abandonné. Les écoles sont abandonnées. Les villes sont abandonnées. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire ce qui se passe là-bas. Et même toutes ces élites qui sont originaires de ces pays-là, elles sont ici à Yaoundé. Aucune n'est capable d'aller dans son village. Alors que ces gens devaient être envoyés dans leur village pour parler avec leurs frères. Je me suis retrouvé sur un plateau avec un ancien député, le chef Mbile. Il est décédé malheureusement aujourd'hui, du sud-ouest. Alors, c'était la CRTV. Je dis, mais monsieur, Majesté, chers collègues, mais ces enfants qui font ces choses, vous les connaissez? Il m'a dit, oui, mais Majesté, mais ce sont nos enfants. Je dis, mais alors, pourquoi vous ne demandez pas à vos élites de venir, ils s'installent là-bas, ils essaient de convaincre ces enfants? Non, ils sont tous ici à Yaoundé. La dernière fois qu'on a égorgé, ou c'est bien qu'on a tué un chef, ainsi de suite, c'est ici à Yaoundé. C'est pas de quel département que les élites de ces départements-là ont organisé un rassemblement. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et le Premier ministre lui-même, est-ce qu'il peut aller dans son village? Mais il est en place, à quoi il sert? Mais bon Dieu, à quoi il sert? Moi, je suis chef traditionnel. Si j'apprends maintenant que dans mon territoire, sur mon territoire, il y a des gens qui font des choses comme celle-là, j'irai et on me débusquera ces gens-là et je leur dis, monsieur, vous arrêtez votre cinéma. La fin de la guerre du Nosso ne peut provenir que d'une volonté de population du Nosso, notamment des élites. Mais je considère, et je suis vraiment au regret de dire que il faut qu'on s'interroge sur la position réelle. Oui. Est-ce la frayeur? Est-ce la lâcheté? Est-ce la duplicité? La position réelle de ces élites-là. C'est-à-dire, au lieu qu'elles restent ici à Yaoundé, il faut qu'elles aillent sur place. Mais quand elles seront sur place, il faut que nous ayons, sur le plan politique global, nous ayons pensé à ce problème-là, quel est le fond du problème? Si ces gens sont fâchés au point de devenir, c'est-à-dire de poser des actes qui sont, je pourrais dire, infrahumains, où vous voyez des moments où on égorge quelqu'un comme ça, des gens passent en moto comme si de rien n'était. Comment on peut atteindre un tel degré de barbarie? On ne doit pas ne pas s'interroger dessus.
Alors, et regardez, interrogez l'histoire, d'où nous sommes venus, quand nous nous sommes mis ensemble comme État fédéral. Les gens disent qu'ils veulent la fédération. Je crois que c'est la majorité. Une minorité dit qu'elle veut la sécession. La fédération, il y a d'autres qui considèrent que ce serait un retour pour la C'est une proposition qui a été faite au peuple camerounais par une formation politique SDF. Et le peuple camerounais a dit non. Vous permettez. Il faut pas jouer. Peut-être que vous étiez encore en culotte courte. Moi, j'ai vécu sur le fédéralisme de 62 à 72. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire, j'ai fait en 72, quand on a resté ce soir, la fédération, j'étais à l'université. J'ai vécu sur le fédéralisme, ce n'était pas l'enfer. Et personne n'a jamais dit que c'était l'enfer. Mais les Camerounais étaient interrogés. Non, monsieur, vous savez bien, monsieur. Le SDF a présenté ce projet. Non, monsieur, non. Où est-ce aux que élections, le SDF s'est toujours présenté comme artisan ou défenseur du fédéralisme. Non, pas du tout, monsieur. Pas du tout. Cette question-là, non, vous permettez, la question du fédéralisme, pour qu'on soit fédéré, le pays se fédère. Ça veut donner lieu à un référendum qui a été fait dans la partie anglophone. Il y a une partie qui a choisi d'aller au Libéria, au Nigeria, et l'autre partie qui a choisi de venir avec nous. Et lorsqu'il faut lire la première constitution fédérale, il y a un certain nombre de dispositions qui étaient fondamentales. On disait, je peux vous donner l'article, on disait que le régime fédéral que nous mettons en place, on aura toujours un président qui sera originaire d'une partie du Cameroun et un autre le vice-président sera originaire de l'autre partie du Cameroun. Premièrement. Deuxièmement, il était prévu que la forme fédérale d'un État ne devra jamais être remise en cause. Oui. Dans la première constitution fédérale. Vous comprenez? Ce que le président Ahidjo a fait, ça a été un passage en force parce que, en organisant un référendum, où il savait que la partie francophone était représentée 80% de la population et la partie anglophone, et que la partie francophone était acquise à l'État unitaire, alors que la partie anglophone n'était pas. En organisant un référendum unique en 1972, on savait bien que c'était une démarche de roublardise, et nous payons le prix aujourd'hui, monsieur Mbarga. Et les Camerounais meurent, les Camerounais se tuent à cause de cette roublardise-là. Tout simplement parce que les gens veulent, à l'époque, veulent conserver tout le pouvoir à Yaoundé, mais que non. Célestin Bézigui, on est aussi, et c'est vous avez rappelé les avancées en termes de loi, la loi de 96 qui instaure la décentralisation, qui commence à être implémentée. Voilà, alors monsieur Mbarga, il n'y a pas de décentralisation au Cameroun. Et là, c'est un maire qui vous parle. Il n'y a pas de décentralisation au Cameroun. Il n'y a aucune volonté politique de décentralisation au Cameroun. La première fois que la décentralisation a été inscrite dans nos textes et autres, c'était il y a près d'une trentaine d'années. Lorsqu'on parle d'accélération de la décentralisation, où est-ce qu'on en est? La fonction publique locale, où est-ce qu'elle en est? On a parlé, regardez par exemple ce problème que les maîtres posent là, les maîtres et les professeurs. Non, pas les OTS là, les maîtres. Oui. On parle par exemple, on dit que c'est nous, les communes, qui avons la charge de la gestion des écoles. Mais vous avez 15% du budget. Vous permettez, qui avons la charge de la gestion des maîtres des écoles, des parents, des maîtres des écoles primaires. Voilà. Un principe comme l'idée de maître des parents est une bêtise absolue. Vraiment, je suis obligé, je suis obligé d'utiliser des termes forts parce que vous et moi avons été éduqués dans un système où on avait un maître, une classe, des instituteurs formés. La Banque mondiale vient et ordonne qu'on doit arrêter le recrutement des instituteurs. On ferme les écoles normales et on se réveille 10 ans plus tard, on se rend compte qu'il y a un déficit de maîtres. On crée des ENIEJ pour former des instituteurs. Les gens, ils sont admis, ils sont formés. Quand ils sortent, au lieu qu'on rattrape ces instituteurs-là et qu'on les remette en place dans leur ancien statut, on instaure un modèle où on a une école. Il y a 6 salles de classe. Il n'y a qu'un seul maître titulaire. Les 6 autres classes doivent être tenues par les maîtres de parents qui sont payés à 25 000 francs. Alors que ces gens
pour entrer à l'école normale d'instituteurs aux Niège. Ils ont fait un concours. C'est le seul corps d'État aujourd'hui qui, après que vous ayez fait un concours, que vous ayez été formé par une institution d'État, vous êtes livré dans la nature, comme ça, laissé dans la nature, et vous essayez d'être casé dans les petites écoles primaires, là, on vous paye 25 000 francs. Mais enfin, où sommes-nous? C'est tout à fait, c'est criminel. C'est d'autant plus criminel que ce sont à ces gens-là, payés à 25 000 francs par mois, qu'est confiée l'éducation des enfants à l'école primaire. Or, c'est à l'école primaire que se forme l'esprit des enfants. Mais qu'est-ce que ça coûte de mettre en place un dispositif faisant que les écoles primaires étant confiées aux communes. Oui. Dans les communes, quand on relève ça va faire déjà la base de la fonction publique locale. Nous utilisons comme des fonctionnaires locaux titularisés. On essaie de leur donner un statut et des conditions de travail normales. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui, on ne le fait pas? C'est la même chose pour les aides-soignantes. C'est quoi ça, cette histoire? Et pendant ce temps, ce qui est plus grave, c'est que quand une telle anomalie, et vous me comprenez bien, tout le monde me comprend bien, quand une telle anomalie se déroule, le ministre en charge de l'éducation de base, il sait que c'est cette situation qui prévaut dans les écoles primaires, mais il regarde en brousse. Il sait que les maîtres ou le dispositif d'enseignement des élèves dans les écoles primaires est basé sur quelque chose aussi de si inacceptable. Il regarde en brousse, il sait que dans ces écoles-là, il y a juste 1 mètre ou 2 mètres pour 6 salles de classe. Les autres, ce sont les maîtres de parents. Mais quelle est la proposition ou la réforme qui a été engagée pour mettre un terme à cette situation inadmissible-là? Pourquoi ne reverse-t-on pas ces gens-là directement aux communes? Moi, dans la commune de mon atelier, nous avons à peu près, si nous avons une trentaine d'écoles primaires, et 30 écoles primaires, si vous mettez à peu près 6 élèves, 6 mètres par école, ça fait 185 mètres. Voyez-vous? Qui sont donc dans la fonction publique locale, dans l'enseignement, et 180 personnes, nous, on peut les gérer. Mais pourquoi l'administration centrale refuse de le faire? Alors, et c'est la même chose partout dans tous les autres communes. Célestin Bézigui, oui? Longtemps travaillé sur ce dossier. Le ministre de l'Éducation de base ne regarde pas en brousse, tout simplement, c'est une réponse globale. Et quelle est-elle? Qui doit être trouvé à un problème mais quelle est-elle précis. Quelle est et le plus grave, le plus grave, c'est que lorsque l'incompétence de ces gens-là est prise et démontrée comme cela a été le cas pour les maîtres, les professeurs, non seulement les types qui sont les auteurs de cette incompétence, on les maintient en place, mais en plus de ça, on pense qu'ils peuvent venir changer les choses, alors que si on était dans un pays d'une gouvernance rigoureuse, la première des choses qui aurait été faite aurait été face à un tel échec, que ces gens-là soient virés, que les responsables des services concernés soient sanctionnés, qu'on mette en place une nouvelle équipe qui sont assignés de nouvelles missions. Et maintenant, quand les gens disent que non, ce qui a été fait n'est pas complet, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Un autre ministre, celui-là qui prétendait qu'il n'y a pas de problème anglophone, il demande au gouverneur maintenant de neutraliser ceux qu'on considère comme les meneurs des revendications des étudiants, et on laisse faire ça. Mais monsieur, c'est inacceptable. C'est-à-dire, c'est un problème, si j'en parle avec autant de passion, c'est parce que je me dis que rien, en poussant comme ça petit à petit, en poussant comme ça petit à petit, il y a un jour où certaines franges de la population de ce pays vont préférer mourir, ou en sachant qu'ils vont se soulever, on va tirer sur eux, ils vont mourir, et qu'après, c'est tout le pays qui risque de s'embraser. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce qu'on voit ailleurs ne peut pas arriver au Cameroun. Moi, je dis, il faut faire attention. Je vis avec les populations de base maintenant. Je vois ce que ces gens-là souffrent. Je dis, il faut faire attention. Parce que vraiment, je sors de mon atelier. Hier, il y a eu des petits frémissements avec une certaine classe de notre population. Et moi, je me suis retrouvé avec le maire devant eux. Je dis aux gens, faites attention.
Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de nous mentir à nous-mêmes. Et faut qu'on essaie de penser. On a, à un moment donné, on a dit les régions, en sachant bien qu'on crée les régions, mais les régions vont rester comme les provinces. Il faut qu'on arrête cette duperie là. On parle maintenant de décentralisation. Il n'y a aucune volonté de décentralisation. Aucune. On a demandé que, si on dit qu'on a décentralisation, vous voyez un peu, la commune et l'arrondissement, c'est le même territoire. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Vous avez les délégués, les services des délégués d'arrondissement sur le même territoire que la commune. Dans des administrations sectorielles, sur lesquelles on dit que les communes n'ont pas de l'expertise. Après les transferts de pouvoir qu'on déclare dans la décentralisation, le plus simple aurait été que ces administrations sectorielles d'arrondissement soient reversées dans les communes, n'est-ce pas? Mais on se retrouve aujourd'hui avec une double administration, c'est-à-dire l'administration jacobine qui existait avant, où on avait donc les délégués départementaux et les délégués d'arrondissement, elles, dont la structure centralisée est reste. Maintenant, il s'agit de mettre en place de recruter d'autres personnes pour les mairies, pour gérer la décentralisation, alors que c'était simple d'opérer tout simplement un basculement des structures d'arrondissement. Vous êtes un technocrate, vous pensez que cela est possible. Mais ça se fait, les baguettes magiques. Absolument. Mais ça se fait. Ça se fait. La preuve que c'est démembrement de l'administration centrale. Ce n'est pas démembrement. Ce n'est pas, non, c'est transfert. Oui. C'est un transfert, puisque la loi le permet. C'est un transfert de compétences progressif, monsieur. Non, mais monsieur, ça dure depuis combien de temps? Parce que maintenant, rien n'est fait. Et ça freine, rien n'est fait. Je vous parle là comme maire. Je ne vous parle pas comme un homme politique qui vient vous parler. Je vous parle comme maire. Vous parlez de progressivité. Ça va durer combien de temps? C'est qu'il y a une volonté de ne pas du tout que l'administration centrale, la logique ou la philosophie centralisatrice là, elle persiste. Et quand on parle de décentralisation, c'est pourquoi? Parce que tout simplement, on ne veut pas que le pouvoir qui jusque-là, qui a été concentré entre les mains d'une seule personne, dans un système, on sait dans quelles conditions ce système est créé, que ce pouvoir aujourd'hui soit rétrocédé au niveau d'en bas. On dit décentralisation, mais vous voyez, le gouverneur est toujours là. Si on parle de décentralisation, le conseil régional qu'on a nommé, il doit avoir des fonctions exécutives. Oui. Mais non, ce n'est pas le cas. Le gouverneur continue à avoir des problèmes, le préfet continue à avoir des trucs. Je vous donne une petite indication. Rapidement, je le fais. C'est ça. À autre chose. Oui. Et vous savez quand un conseil municipal se tient? On tient un conseil municipal. Nous sommes l'organe délibérant avec pouvoir. Mais nous le faisons, le préfet est assis là. Et nous votons ce qu'on appelle nos délibérations, mais elles ne peuvent être appliquées que si le préfet accorde. C'est-à-dire, sur le procès verbal des délibérations, on met là accord du préfet. Le résultat des courses, moi, je ne signe aucune délibération et je le dénonce. Je dis que non, nous ne pouvons pas, élus, prendre une décision et que celle-ci ne peut être exécutoire que si quelqu'un qui, lui, n'est pas élu, l'approuve. Mais que non. Mais voilà la réalité. Alors qu'on ne cesse de nous parler de grands dialogues nationaux, qu'on cesse de nous parler de décentralisation, on ne peut pas gouverner un pays indéfiniment dans la duperie. Je suis tout à fait désolé. Et moi, je dis, j'espère que vraiment ceux qui doivent nous écouter, nous écoutent. Moi, si aujourd'hui je peux critiquer un système, j'assume ça parce que je suis en pouvoir de le faire, en capacité de le faire, parce que j'ai soutenu le candidat Paul Biya, et aujourd'hui ce soutien-là me donne la possibilité et le droit de dire non, monsieur le président, ce qui se fait là n'est pas conforme à l'esprit de ce que nous pensions au moment où nous vous avons accordé notre soutien. Et il faut que ça s'arrête parce que maintenant, il y a des aigres fins comme ça là, qui sont entrés par les fenêtres, qui s'arrogent et qui exercent un pouvoir pour lequel ils n'ont pas été du tout mandatés ou élus par les Camerounais. Merci Célestin Bézigui pour les quelques minutes qui nous restent. Nous allons revenir justement sur cette crise qui nous vient d'Europe d'ailleurs, mais qui a terriblement d'impact sur nos réalités nationales et même locales. La question que je pose à l'économiste que vous êtes, est-ce que
un jour, l'on pourrait justement se sortir de cette dépendance viscérale à ce qui s'est fait ailleurs. On se rend compte que quand l'Europe tousse, c'est l'Afrique entière, malheureusement, qui éternue. Je pense que cela ne persiste, que dans les pays africains, oui, qui ne se sont pas eux-mêmes ou n'ont pas pris l'option de s'émanciper. Et j'ai peur de dire les pays qui hier ont été colonisés par la France. C'est-à-dire, c'est là où cette espèce de mécanisme où nous subissons de plein fouet ce qui se passe ailleurs sans possibilité de réagir. Parce qu'il y a plusieurs niveaux. Quand on voit ce qui se passe en Ukraine et qui provoque une crise mondiale, oui, il est normal, compte tenu des interdépendances entre les différentes économies, que nous en vivions les conséquences ici chez nous. Mais seulement qu'à côté de cette, comment dirais-je, de l'impact global de ce qui naît en Ukraine, il y a des mesures de protection qui doivent être prises, ou il y a des mesures qui, si elles prévalaient, ne devaient pas entraîner que tout de suite nous sommes sous le coup des tensions qui peuvent s'appliquer sur des pays comme la France, notamment par exemple du fait que notre monnaie est dépendante de la monnaie française, hein. Ça il faut le dire, de l'économie française. Oui, c'est ça, en un mot, je prends juste un avis d'expert. Oui. La grande actualité de la semaine dernière, c'était cette polémique liée justement au pays RCA, République centrafricaine, qui a décidé comme ça de s'adjoindre au traditionnel franc CFA, cette monnaie numérique, Bitcoin. Oui. Est-ce que c'est une aventure périlleuse? Mais non, ce n'est pas une aventure périlleuse. Mais non, ce n'est pas une aventure périlleuse. Et vraiment, quand j'ai lu la lettre que M. Toli, le président le gouverneur Abéac, j'ai dit, c'est vraiment, un néocolonisé hystérique. Parce que le Bitcoin, le mantra du Bitcoin, c'est non, pas du tout. De dégager les monnaies et les transactions monétaires de l'impérium des banques centrales. C'est ça. Alors, je suis très surpris que M. Abatoli, aujourd'hui, fasse comme si c'est la RCA qui inventait cela. Non. Le Bitcoin, on sait, dès le moment où ils ont été étudiés, africain à s'orienter vers cette démarche-là. Non, mais attention, pas africain, dites de l'Afrique francophone. Et moi, j'espère qu'elle se généralisera. Parce que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ces démarches? On se retrouve plutôt dans un mécanisme de monnaie binaire. C'est-à-dire, il y aura une monnaie qui pourra être utilisée pour les transactions globales et peut-être une monnaie qui pourrait être utilisée pour les transactions locales. Et le fait qu'on ne veuille pas que nous autres, nous sortions de cette espèce d'emprise là du franc CFA tient tout simplement à ce que c'est le franc CFA qui est aujourd'hui l'un des principaux soutiens de l'économie ou de la monnaie française. Oui. Vous avez été consultant à un très haut niveau. Est-ce que, au vu du caractère friable et essentiellement volatile de cette monnaie-là, Bitcoin, et au vu de la réalité économique de la Centrafrique, qui n'ont pas honte de le dire, elle est parmi dans le top 6 des pays les plus pauvres au monde. Est-ce que vous auriez conseillé au président Touadéra? Absolument. Je pense d'ailleurs que c'est une mesure salutaire pour ce pays-là. Beaucoup élisent une mesure politique en réaction à la qualité des relations entre Bangui et Paris. Non. Si c'était une mesure politique, dans le prolongement des tensions qu'il y a entre M. André Touadéra et la Russie, ça se comprendrait d'ailleurs. Pourquoi? Parce que rien ne dit qu'un pays comme la Centrafrique ne peut pas décider de se dégager de la tutelle monétaire de la France. D'ailleurs, moi, je suis de ceux qui pensent que il est plus que temps que nous ayons notre propre monnaie. Et c'est d'une urgence absolue. Vous avez vu, lorsqu'on a eu ces histoires de
de Covid-19 là, comment des pays comme les États-Unis ont fait face à cela. Oui. Pourquoi? En injectant de la monnaie dans le système. Vous comprenez? Parce que le ralentissement de l'activité qui s'est produit, pour qu'il n'ait pas un effet dévastateur, il fallait le compenser en injectant de la monnaie dans le système. Et ils l'ont fait en faisant tourner leur planche à billets et les gens ont l'argent. Vous comprenez? C'est ce qui importe. Le tout n'est pas de dire que oui, notre argent a une parité stable et autres, alors que les gens manquent d'argent. Ce dont les gens ont besoin, il faut que les gens aient de l'argent pour pouvoir acheter un manioc, qui a telle chose, qui a telle chose. Mon jeune ami et frère Dieudonné Sumba a crié pendant longtemps au désert en disant que non, il faut que nos économies aient une monnaie binaire. Et c'est vers cela qu'on est en train de voir s'orienter. Parce qu'aujourd'hui, moi, je dis que je suis de ceux qui pensent que j'étais un étudiant du professeur Chunchang. Il est temps que nous ayons notre propre monnaie. Parce que si nous avons notre propre monnaie aujourd'hui, Monsieur Stéphane, non seulement nous allons avoir une maîtrise de la création monétaire, la masse d'argent que nous mettons en circulation, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous allons pouvoir moduler les relations que nous avons avec tous les autres pays en fonction du flux d'échanges que nous avons avec eux. Par exemple, aujourd'hui, notre monnaie n'est convertible qu'en euros. Mais c'est une bêtise absolue. Une bêtise absolue. Alors que si nous avons notre monnaie, dont la parité va être calculée sur la base de toutes les monnaies avec lesquelles nous entretenons des relations commerciales. On fait une péréquation et on met en place un mécanisme tel que quand un de ces produits, un de ces pays-là achète de nos produits, nous lui demandons deux choses. Payez-nous 50% avec votre monnaie, oui. Payez-nous 50% avec notre monnaie. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand nous payons les 50% avec leur monnaie, ça nous permet de constituer notre propre réserve de change, que quand nous voulons acheter chez eux, nous avons de quoi les payer en leur monnaie. 2. Quand eux, ils sont obligés de nous payer avec notre monnaie, la demande de notre monnaie est soutenue et notre monnaie ne s'effondre pas. Exactement le mécanisme que la Russie a mis en place. Troisième élément est très important. Aujourd'hui, 60% de nos réserves, de nos recettes d'exportation sont logées au compte d'opération du trésor français. C'est inadmissible. Aujourd'hui, si on dit maintenant que nous avons notre monnaie, ces réserves-là, nous allons les récupérer dans notre trésor, dans notre banque centrale. Et nous n'allons pas être de ceux-là qui soutiennent, n'est-ce pas, la solidité monétaire de la France. Nos recettes d'exportation supporteront notre propre économie. Seulement, il se fait que la plupart de ces pays d'Afrique francophone connus par la France, ils sont dirigés par des personnes qui ne sont surtout pas sorties de cette soumission datant du XXe siècle. Il faut que nous fassions évoluer les choses. Il nous reste 3 minutes. S'il vous plaît. Malheureusement, nous allons essayer de prendre un cas d'école qui est visible et palpable sur notre espace. Nous avons la crise du blé ukrainien qui nous frappe de plein fouet, nous, Africains et Camerounais en l'occurrence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est accroître la production de tous ces pays parce que d'abord les produits alimentaires, nous devons l'accroître. Vous savez, en ce moment, je tiens un guichet d'un fonds d'investissement qui permet que nous rendions la décentralisation que nous parlions tout à l'heure moins fantomatique et plus réelle. Puisque la décentralisation, elle laisse les interstices par lesquels des initiatives comme celles que nous avons peuvent s'épanouir. Les communes ont la possibilité maintenant d'avoir ou développer des activités à valeur ajoutée. Sauf que pour développer des activités à valeur ajoutée, il faut des financements. Les financements qui sont donnés en miettes par les pouvoirs publics, que ce soit le FECOM, que ce soit le PMH, alors vous pensez, ne permettent pas de développer des activités à valeur ajoutée. Nous autres, nous avons pu trouver un fonds d'investissement
avant, qui nous donne aujourd'hui la possibilité donc de financer les communes pour qu'elles développent la production des produits alimentaires comme des grands champs de manioc ou la transformation de manioc, on peut produire de la farine de manioc ou tout ce que l'on veut. Et je peux vous dire, hein, c'est un fonds d'investissement où nous avons la possibilité de porter des dossiers allant de 30 millions de francs à 9 milliards de francs de francs CFA. Et c'est moi qui gère ce fonds d'investissement-là. Et je dis que à partir du moment où nous, les communes avec lesquelles nous sommes en train de travailler et dont nous soutenons les projets, on les oriente, un grand nombre d'entre elles, vers justement l'accroissement de la production de nos produits agricoles et on peut dire aussi pastoraux ou piscicoles pour que au moins nous ayons de quoi nourrir nos populations sans subir le coup de ce que les Américains organisent en Ukraine. Merci Célestin Bédigui pour cette note d'espoir, teinter le conseil dans le management local, votre expertise qui s'exprime du côté de Monatélé, nous l'avons précisé. Merci encore une fois d'avoir répondu présent à l'invitation de la grosse équipe de production de Face à l'actu de ce soir. Nous savons que vous avez fait le déplacement de la ville périphérique de Yaoundé Monatélé pour être présent en ces lieux. Le mot de la fin, c'est le Bédigui. Oui, je voudrais dire aux Camerounais que nous devons garder espoir. Nous sommes un peuple qui a de grandes capacités. Nous avons un pays qui a d'énormes potentiels. Et qu'il s'agisse de l'effet ou de la pression de ce qui se passe à l'extérieur, qu'il s'agisse de ce qui apparaît comme tension à l'intérieur, nous devons, vraiment nous mettre ensemble pour pouvoir préserver la paix dans notre pays. Deux, n'avoir peur d'embrasser aucune solution qui permette que le Cameroun, tous les enfants du Cameroun puissent se lever et transformer ce pays parce qu'il a une vocation à être un grand pays. Merci Célestin Bédigui pour vos mots de conclusion portés essentiellement sur la préservation de la paix, gage d'une stabilité et d'une ambition de développement qui est celle du Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est par ces mots que nous mettons un terme à cette édition de Face à l'actu. Nous étions en compagnie de Célestin Bédigui, président du parti de l'Alliance libérale. Retrouvons-nous certainement mercredi prochain en compagnie d'une autre personnalité de premier rang, toujours pour faire face à l'actu. Bien le bonsoir.